Je vais vous lire le mythe de Persée et de Méduse, issu du livre Ovide, Persée et autres métamorphoses. Persée, les exploits d'un héros. Après avoir triomphé du monstre à chevelure de serpent, Persée, mu par ses sandales ailées, planait au-dessus des déserts de Libye. Des gouttes de sang tombèrent de la tête de la Gorgone. La terre les reçut, les anima, les convertit en serpents de diverses espèces. De là vient que l'Afrique est infestée de toutes sortes de reptiles. Bientôt, poussés par les vents soufflant en tous sens, comme les nuages chargés de pluie qui errent au gré des vents, Persée voit, du haut des airs, bien loin au-dessous de lui la terre. Il parcourt l'univers en tous sens. 3 fois il voit l'ours, 3 fois il se retrouve près des bras du cancer, tantôt il est emporté vers l'Orient, tantôt vers l'Occident. Enfin, à la tombée du jour, le héros, n'osant se fier à la nuit, descend en Hespérie, royaume d'Atlas. Il veut prendre un peu de repos, en attendant que Lucifer, l'étoile du matin, appelle l'aurore, et l'aurore les chevaux du soleil. Atlas était fils de Japet, et surpassait par sa taille tous les mortels. Il régnait dans les plus lointaines régions du monde, et sur l'océan qui reçoit les chevaux hors d'haleine et le char enflammé du soleil. Il possédait de nombreux troupeaux, errant dans d'immenses pâturages. Aucun état voisin ne touchait à son royaume, et dans ses jardins, les branches de ses arbres, couvertes de feuilles dorées, portaient des pommes d'or. Noble étranger, lui dit Persée, si tu es sensible à une illustre naissance, sache que Jupiter est mon père, ou si tu sais admirer les exploits mémorables, tu pourras louer les miens. Alors le fils de Japet se rappelle cet ancien oracle que Thémis avait rendu sur le Parnasse. Atlas, un jour viendra où tes arbres seront dépouillés de leur or, et c'est à un fils de Jupiter que reviendra la gloire de cet exploit. Pour éviter que l'oracle ne s'accomplisse, Atlas avait enfermé ses jardins dans de hauts murs. Un dragon monstrueux les gardait, et l'entrée de l'Hespérie était interdite aux étrangers. « Éloigne-toi, dit Atlas au héros, sinon ni les exploits dont tu te vantes, ni la gloire d'une naissance que tu dois, dis-tu, à Jupiter ne pèseront lourd en ta faveur. » Il ajoute l'insulte à la menace, et tandis que Persée insiste avec douceur mais avec fermeté, il s'avance pour le chasser. Persée est moins fort qu'Atlas, car qui pourrait l'égaler, mais il lui réplique. « Puisque, dit-il, tu fais si peu de cas de ma demande, reçois ce que tu mérites. » À ces mots, il détourne à gauche son regard, soulève la tête de Méduse et présente son visage sanglant devant les yeux d'Atlas. Aussitôt, le géant est transformé en montagne. Sa barbe et ses cheveux deviennent des forêts. Ses épaules et ses mains se convertissent en crêtes. Sa tête est désormais la cime de la montagne. Ses os se durcissent en rochers. Il grandit, devient immense, et par la volonté des dieux, désormais le ciel et tous les astres reposent sur lui. Cependant, Éole avait renfermé les vents dans leur prison éternelle. L'étoile brillante du matin, déjà levée dans les cieux, avertissait les humains de recommencer à travailler. Persée reprend ses ailes, les attache à ses pieds, s'arme d'un fer recourbé et s'élance dans les airs, qu'il frappe et fend d'un vol rapide. Il a déjà laissé derrière lui d'innombrables contrées et 100 peuples divers, lorsqu'il baisse les yeux sur l'Éthiopie, pays où Céphée règne. Là, Andromède subissait le cruel châtiment destiné à faire pardonner à Neptune les paroles pleines d'orgueil de sa mère Cassiopée. Cassiopée a prétendu qu'elle était plus belle que les Néréides, fille de la divinité marine Nérée. Pour la punir, Neptune, ou Poséidon, a envoyé un monstre qui a ravagé tout le pays. Céphée a consulté un oracle qui lui a indiqué que seul le sacrifice d'Andromède, sa fille, apaiserait le dieu. Il doit donc la tuer, et elle est sur un rocher en attendant que le monstre marin vienne la dévorer. Persée la voit attachée sur son rocher, et sans ses cheveux agités par le vent, sans les pleurs qui mouillent son visage, il l'aurait prise pour une merveilleuse statue de marbre travaillée par le ciseau du plus grand des sculpteurs. Persée est si charmé par sa beauté qu'il en oublie presque de battre des ailes. L'amour a enflammé son cœur. Il s'arrête et descend auprès d'elle. « Belle inconnue, s'écrie-t-il, tu n'es pas faite pour porter de telles chaînes, ce sont celles que l'amour a forgées que tu devrais porter. Apprends-moi, je t'en prie, ton nom. Où sommes-nous? Pourquoi es-tu ainsi enchaînée ?» La jeune fille se tait et n'ose pas regarder cet homme ni lui parler. Si elle avait pu libérer ses mains, elle se serait caché le visage, mais elle ne peut que pleurer, et des larmes voilent son regard. Comme Persée insiste, Andromède a peur de paraître coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis. Elle lui dit alors son nom, celui de son pays, et elle raconte combien l'orgueil de sa mère a été grand. Elle parlait encore lorsque soudain les flots se mettent à écumer. Dans un fracas épouvantable, un monstre horrible surgit des vagues et s'avance vers le rocher. Andromède pousse un cri terrible. Son père et sa mère courent vers elle, tous deux malheureux, et ne sont pas également coupables.
Trop faibles pour secourir leur fille, ils ne font entendre que des plaintes inutiles. Ils ne peuvent que pleurer, qu'embrasser leur fille attachée au rocher. Vous aurez plus tard tout le temps de répandre des larmes, leur dit le héros, mais nous n'avons qu'un instant pour la sauver. Si je la demande en mariage, moi, Persée, fils de Jupiter et de Danaé, qui enfermé dans une tour me conçut au milieu d'une pluie d'or. Moi, Persée, qui vainquis la Gorgone à la tête hérissée de serpents, qui soutenu par des ailes légères ose voler, je suis certain que vous me préféreriez sans doute à tous les autres prétendants. Je veux en faire plus. Si les dieux m'apportent leur aide, je veux obtenir Andromède parce que je l'aurais mérité. Si je la sauve grâce à mon courage, qu'elle soit à moi, telle est ma condition. C'est fait et Cassiopée accepte. Comment pourrait-il refuser une telle proposition? Ils promettent aux héros leur fille avec leur royaume pour dot. Cependant, semblable à un navire à la proue effilée qui fend les flots grâce aux efforts de puissants rameurs, le monstre approche en écartant les vagues qui lui résistent. Déjà, il n'est plus qu'à jet de fronde du rivage. Qu'en prenant appui sur le sol pour mieux prendre son élan, le héros s'élance dans les airs. C'est son ombre reflétée sur les eaux que combat d'abord le monstre. Comme un aigle enfonce ses serres dans le dos exposé d'un serpent pour éviter ses crocs et son venin, Persée fond et plonge tout entier son épée dans son épaule droite. Le monstre, atteint d'une large blessure, bondit et se dresse dans l'air de toute sa taille gigantesque. Tantôt il se cache sous l'eau, tantôt il se tourne sur lui-même, comme un sanglier poursuivi par une meute de chiens. Grâce à ses ailes, Persée échappe au croc monstrueux et à grands coups d'épée, il frappe sans relâche l'énorme dos hérissé d'écailles, les flancs et la queue, semblable à celle d'un poisson. Le monstre vomit des flots de sang qui se mêlent à l'écume et rejaillit sur les ailes du héros. Il les sent s'alourdir et craint de tomber. Il aperçoit un rocher, dont le sommet pointe au-dessus des vagues. Il y prend appui, et tandis qu'il tient d'une main la pointe du rocher, de l'autre il plonge et replonge son fer dans les flancs du monstre, qui expire finalement sous ses coups redoublés. Au même instant, le rivage retentit de cris et d'applaudissements. Céphée et Cassiopée, heureux et pleins de joie, saluent le héros qui devient leur gendre et le proclament le sauveur de leur royaume. Objet et prix de la victoire, Andromède, libérée de ses chaînes, se jette dans leurs bras. Le vainqueur lave ses mains dans la mer, il dépose sa besace qui contient la tête de Méduse, et pour qu'elle ne soit pas endommagée par le sable du rivage, il lui fait un lit d'algues et en couvre la tête. Les algues nouvellement cueillies sont encore remplies de sève, elles subissent le pouvoir de cette tête, rougissent et durcissent en la touchant. Les nymphes de l'océan essayèrent de renouveler ce prodige sur d'autres rameaux, elles jetèrent ensuite dans la mer ces tiges qui devinrent des coraux. Depuis ce temps, les coraux ont conservé cette propriété. Souples sous l'eau, les tiges se pétrifient au-dessus d'elles. Persée ensuite élève à 3 dieux 3 autels, un à gauche pour Mercure, un à droite pour Minerve, la déesse des combats, le troisième au centre pour Jupiter. Il immole une génisse à Minerve, un veau à Mercure, un taureau superbe au maître des dieux. Il épouse ensuite Andromède, il ne veut qu'elle-même pour prix de sa victoire. Amour et Hyménée font briller devant leurs époux leurs flambeaux. Par des hymnes et dans des chœurs, accompagnés du luth, de la lyre et de la flûte, tous chantent leur joie. Le palais est décoré de toutes ses richesses. Au pied de l'Atlas, il existe un lieu que d'affreux et hauts rochers rendent inaccessible, dit Persée. À son entrée habitaient les 2 filles de Phorcus, qui doivent se partager un seul œil, et qu'elles se présentent tour à tour. Tandis que l'une le passait à l'autre, je tendis discrètement la main, la mis à la place de celle qui allait le prendre, et je m'en emparai. Puis, grâce à cet œil qui voit tout, je me fis facilement un chemin à travers les bois et les montagnes, et j'arrivai au palais des Gorgones. J'avais vu Méduse. J'aperçus moi-même son visage hideux, mais réfléchi sur la surface lisse de mon bouclier de bronze. Entré sans être vu de personne, je profitai du sommeil qui s'était emparé du monstre et de ses serpents. Je tranchai sa tête d'un seul coup d'épée. Persée raconte ensuite comment Pégase, le cheval ailé et son frère Chrysaor, le guerrier à l'épée d'or, sont nés du sang que la Gorgone avait répandu. Ce que vous demandez mérite d'être raconté. Sachez que Méduse brillait jadis d'une beauté exceptionnelle et que d'innombrables prétendants se la disputaient. Ses cheveux surtout étaient magnifiques. J'ai connu des personnes qui l'ont vue alors et qui peuvent en témoigner. C'est Neptune qui fut, dit-on, la cause de ses malheurs. Tombé sous son charme, il l'enleva et abusa d'elle dans un temple de Minerve. Horrifiée d'un tel sacrilège, la déesse détourna les yeux et les couvrit d'un pan de son égide. Pour se venger, elle changea les cheveux de Méduse en serpents. Aujourd'hui encore, la fille de Jupiter, pour frapper ses ennemis de terreur, porte sur son égide la tête de la Gorgone et ses serpents d'affreux. Livre 4 des Métamorphoses.